Je vous souhaite une très bonne journée. BBC Afrique, il sera 12h GMT dans 30 secondes. Branchez-vous sur BBC Afrique, la référence de l'info. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent. Niamey, 100.4 FM. Bamako, 88.9 FM. Cotonou, 101.7 FM. Dakar, 105.6 FM. Abidjan, 94.3 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC Midi, Alexandrine Rolognon. 12h en temps universel, le journal de la mi-journée sur BBC Afrique. Merci de nous rejoindre. Au sommaire, 4 policiers blessés dans un double attentat suicide à Tunis. Les attaques ont visé un complexe de la garde nationale et une voiture de police. Une cinquantaine de militants politiques arrêtés en Éthiopie en lien avec la tentative de putsch le week-end dernier dans l'état d'Amara. L'ancien vice-président du Gabon réclame à un journaliste 950 millions de francs CFA de dommages pour diffamation. 950 millions, c'est une amende, mais vraiment record. C'est du jamais vu. C'est même une honte pour l'ex-vice-président de la République de m'exiger de lui payer ce montant. L'actualité de la CAN 2019, la déception des supporters congolais suite à la défaite de leur équipe face à l'Égypte. On peut être éliminé dès le premier tour. C'est quelque chose qui n'est plus arrivé depuis des CAN. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. En Tunisie, 4 personnes blessées ce matin dans une explosion près de la brigade antiterroriste. Une autre s'est produite plus tôt dans le centre-ville près de l'ambassade de France à Tunis. 3 policiers et 2 civils ont été blessés selon les premières informations du ministère tunisien de l'Intérieur. Les 2 explosions visaient des policiers. Notre correspondante à Tunis affirme que la sécurité est renforcée. Des forces de l'ordre et de sécurité sont déployées dans la ville. Nous y reviendrons. En Gambie, un ancien putschiste de la junte de 1994, Yankouba Touré, a été cité devant la commission Vérité, Réconciliation et Réparation par plusieurs témoins comme ayant participé à des exécutions extrajudiciaires entre 1994 et 1995. L'ex-capitaine et ancien responsable de l'administration territoriale de la junte a été arrêté et inculpé pour outrage à une juridiction et refus de témoigner. Pour sa défense, Yankouba Touré évoque une immunité judiciaire décrétée par les militaires en 1997. Frédéric Tendeng à Banjul. À la commission Vérité et Réconciliation de Gambie, Yankouba Touré devait répondre de plusieurs allégations graves allant de sa participation présumée à l'assassinat d'un ministre et à des exécutions extrajudiciaires de soldats en 1994. Mais Yankouba Touré a refusé de coopérer. Il évoque une loi de 1997 décrétée par la junte militaire de Yaya Jammeh pour s'offrir une amnistie. I am not going to testify. Je refuse de témoigner et je ne répondrai à aucune question. Je ne reconnais pas la légitimité de cette commission alors que je bénéficie d'une amnistie. Je n'irai pas plus loin, donc s'il vous plaît, évitons de nous attarder sur ce sujet. Please, let us not prolong this issue. Numéro 4 dans la hiérarchie des auteurs du coup d'État militaire de juillet 1994, Yankouba Touré a été cité par plusieurs témoins. Il l'accuse d'avoir activement participé aux exécutions extrajudiciaires de novembre 1994, exécutions dont les restes des victimes ont été déterrés d'une fosse commune en avril dernier. Les dépositions de 3 témoins ayant avoué leur participation dans le meurtre de l'ancien ministre des Finances Koro Cissé en mai 1995 ont fait de Yankouba Touré une personne d'intérêt pour la commission. Demba Ndiaye, Pa Abibou Mbaye et Aladji Kani ont chacun affirmé devant la commission que Koro Cissé a été assassiné chez Yankouba Touré, alors responsable de la junte en charge de l'administration territoriale. Son refus de témoigner a provoqué la colère du procureur spécial assigné à la commission. Essa Fall a tout simplement ordonné l'arrestation et l'inculpation de Yankouba Touré pour outrage. Pour le procureur, il s'agit de protéger l'autorité de la commission. This is the first time in which C'est la première fois que l'autorité de cette commission est défiée de façon aussi flagrante. C'est la première fois qu'une personne comparaissant devant cette commission la traite avec autant de mépris pour les normes de comportement civilisé. Les délibérations à la commission Vérité et Réconciliation de Gambie étant suivies en vidéo et en direct, des manifestants en colère, armés de bâtons et de pierres, se sont spontanément rassemblés devant le commissariat de police Kairaba Station, où Yankouba Touré était en détention provisoire. La foule devenant de plus en plus nombreuse et menaçante, la police gambienne a exfiltré Yankouba Touré dans un fourgon blindé pour le transférer dans un lieu jusqu'ici gardé secret. Frédéric Tendin, BBC Afrique,
Banjul. Autre actualité, la police éthiopienne a arrêté plus de 50 membres du mouvement national de l'opposition Amara à la suite d'une tentative infructueuse de prise de pouvoir dans la province. La police avait précédemment annoncé que plusieurs suspects détenus seront entendus dans l'État où le coup d'État manqué aurait eu lieu. L'ancien vice-président du Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou, réclame à un journaliste 950 millions de francs CFA de dommages pour diffamation. Une audience a eu lieu hier au tribunal de première instance de Libreville. La correspondance de Charles-Stéphane Mavongo. L'ancien vice-président de la République gabonaise a répondu présent à la convocation du tribunal de première instance de Libreville. À ses côtés, son avocat. Les deux hommes s'organisent pour faire condamner le directeur de publication du site d'information congosanews.info pour diffamation. Les faits remontent au 21 mai 2019, lorsque le scandale du détournement de 365 conteneurs de bois précieux, le Kevazingo, éclabousse plusieurs personnalités administratives du Gabon. Pour donner de l'écho à cette affaire, le journaliste Steve Makanga publie un article en mentionnant dans le titre le nom du vice-président de la République, Kevazingo Gate, Maganga Moussavou, chef de gang. Cette publication a déclenché la colère effrénée de l'autorité présidentielle, qui depuis lors a perdu ses fonctions. Pour la première rencontre devant le juge, le journaliste Steve Makanga s'est présenté face à son accusateur. Comme l'ont déjà relevé plusieurs journaux de la place, 950 millions, c'est une amende, mais vraiment record. C'est du jamais vu. C'est même une honte pour l'ex-vice-président de la République de m'exiger de lui payer ce montant. Mais vraiment, il sait très bien que ce n'est pas possible. Pour avoir commis un article, M. Maganga Moussavou croit que j'aurais perçu 3 millions de francs CFA pour le salir. Le tribunal de Libreville a exigé au plaignant Pierre Claver Maganga Moussavou de déposer la somme de 20 millions de francs CFA au titre de provision afin de justifier sa détermination dans le cadre de la procédure judiciaire. Joint par téléphone, l'ancien vice-président du Gabon, Sou Ali Bongo Ndimba, nous a déclaré qu'il tient à préserver sa dignité, quel qu'en soit le prix. Cette affaire judiciaire doit aboutir pour laver son nom et celui de sa famille. Il a confirmé par ailleurs avoir pris des dispositions pour respecter les consignes du tribunal. Pour l'instant, aucune nouvelle date d'audience n'a été donnée. BBC Afrique, Charles-Stéphane Mavungu, Libreville. L'info à la une sur BBC Afrique. Au moins 15 morts et des dizaines de blessés dans une bousculade à Madagascar lors de la commémoration hier du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. L'incident a eu lieu à l'heure du défilé militaire à l'entrée du stade municipal de Maramasina, le plus grand stade de la capitale malgache. À Antananarive, Louvasoraba. Énième anniversaire de l'indépendance sous le signe de la douleur et du deuil à Antananarive ce mercredi. Les ambulances n'ont pas suffi pour transporter les morts et les blessés à la suite d'une bousculade survenue à l'entrée du stade de Maramasina et il a fallu que les véhicules de la police et de l'armée contribuent au transport des patients. Selon les premiers chiffres officiels, 15 personnes ont trouvé la mort et 75 autres ont été blessées juste après la cérémonie officielle de commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Le général Richard Avalman est le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Il est le premier membre du gouvernement à s'être rendu aux urgences dès que le drame a été annoncé. Le bilan que l'on m'a donné, mais il faudrait que ce soit l'hôpital qui vous le dise, mais pas moi. Mais selon ce qui m'a été communiqué, ils sont plutôt nombreux. 75 personnes ont été blessées, 15 autres sont mortes. C'est ce qu'ils viennent de me dire. La plupart des victimes voulaient entrer au stade pour assister au concert de l'indépendance avec une multitude de stars. Le défilé militaire venait juste de prendre fin et ceux qui avaient la chance d'assister à cette première partie de la cérémonie sortaient du stade par les deux portails où les gens devaient aussi entrer. Tania, une des blessées, doit la vie à une inconnue qui l'a tirée de la foule. Ils ont demandé aux femmes de se mettre sur une file, mais des hommes ont commencé à nous bousculer. J'ai été complètement serrée, puis on m'a piétinée. Un enfant a aussi été piétiné et sa tête a été complètement écrasée. Une dame m'a sortie de là, sinon je serais morte comme les autres. Louvasuraba, BBC Afrique, Antananarive. Un rassemblement à Paris à la mémoire des victimes du massacre de Bisesero au Rwanda, massacre qui a eu lieu entre le 26 et le 30 juin 1994. 2 rescapés ont fait le déplacement depuis le Rwanda pour cette cérémonie de recueillement organisée par l'association Survie. En 1994, des milliers de Rwandais ont été tués pendant le génocide par des milices Hutus. L'association Survie et plusieurs rescapés entendaient dénoncer la passivité de l'armée française accusée d'être intervenue trop tardivement. Nadir Zinad à Paris. À présent, Éric et Bernard, rescapés de Bisesero,
C'est un geste symbolique. 2 rescapés du génocide jettent dans le fleuve la Seine de la terre venant de Bicêtre avant de prendre la parole près du quai Anatole France dans le 7e arrondissement de Paris. Bernard Kayumba est l'un des rescapés. Il rencontre des soldats français le 27 juin 1994. J'étais de passage, on a discuté avec eux. Ils voyaient les cadavres partout, ils voyaient les tueurs aux environs de nous, sur les collines qui étaient tout près de nous. Donc on les a suppliés de rester avec nous pour nous protéger. Ils ont dit non, nous ne sommes pas prêts maintenant. Nous allons repartir et puis revenir après 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, il y a eu beaucoup d'attaques, de façon qu'on a tué un grand nombre de Tutsis qui restaient là. L'association Survie, à l'origine du rassemblement, soupçonne l'armée française d'avoir laissé sciemment des centaines de Tutsis se faire massacrer pendant 3 jours sans intervenir. Eric Nzabi Imana est aussi un rescapé du massacre. Il attend aujourd'hui que les autorités françaises reconnaissent leur responsabilité dans le drame qu'ils ont vécu. Qu'ils s'expriment, comme les États-Unis nous ont expliqué, comme la Belgique a demandé pardon, il faudrait que la France aussi accepte sa part de responsabilité dans le génocide des Tutsis. De son côté, la hiérarchie militaire a toujours affirmé n'avoir eu connaissance de la situation à Bicêtre que le 30 juin 1994. Nous avons joint par téléphone l'amiral Jacques Langsade, qui était le chef d'état-major des armées françaises de 1991 à 1995. Il n'a pas souhaité commenter les événements de Bicêtre, mais a tenu à rappeler que l'armée française n'avait rien à se reprocher au Rwanda. La France a été le seul pays qui a eu le courage d'engager ses forces pour tenter et réussir, d'ailleurs en partie seulement, d'arrêter les massacres. Après 13 années d'instruction, la justice française a refermé fin 2018 par un non-lieu son enquête sur les massacres de Bicêtre, ce qui a provoqué la colère des rescapés et des associations. Nadir Djenad, BBC Afrique, Paris. Et parlons de la CAN 2019. Dans le groupe A, la RDC s'est inclinée 2 buts face à l'Égypte pour sa 2e sortie. Déception des supporters. Je vous propose quelques réactions à Kinshasa. C'est un sentiment vraiment de déception parce qu'on avait beaucoup d'espoir. En 2019, et étant donné que les 2 précédentes Coupes d'Afrique, les Léopards avaient quand même montré des choses intéressantes. Notre attente cette année, c'était qu'ils fassent mieux. Et voilà qu'on vient d'être relégué au stade où on peut être éliminé dès le premier tour. C'est quelque chose qui n'est plus arrivé depuis 2 CAN. Aujourd'hui, ils se sont forcés par rapport au match précédent. BBC Afrique. Économie. En Centrafrique, les détenteurs des engins de 2 et 4 roues tenus de payer une nouvelle taxe appelée vignette. Son coût varie de 5 à 75 000 francs CFA selon les catégories des motos ou véhicules, ce qui n'est pas du goût de tous les détenteurs de motos. Depuis plusieurs semaines, des messages sont envoyés sur des téléphones mobiles appelant les propriétaires des engins à 2, 3 ou 4 euros à s'acquitter de leurs devoirs citoyens, c'est-à-dire payer la vignette de leur voiture ou moto. Surpris, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leur exaspération. J'ai une moto, du coup on nous demande de payer ce qu'on appelle la vignette. Je suis obligé de payer, mais ça fait déjà un problème pour moi parce que déjà c'est une dépense imprévue qu'on a mis sur notre dos en ce moment. Moi je ne fais pas du commerce avec ma moto, je vais au travail, je vais au champ, je reviens, c'est tout. Ceux qui font du commerce, oui ils peuvent payer les 5 000 francs, mais pas moi. J'ai payé ma moto pour venir au travail, aller au champ. Où est le rendement? Cette initiative vient appauvrir davantage les Centrafricains, meurtris par les nombreuses crises enregistrées africaines et de quoi le salaire centrafricain est resté stable depuis pendant plusieurs années. La vignette, par définition, est une étiquette à valeur légale qui certifie un paiement. Alors, moi, en tant qu'usager, je sais que ça vient nous appauvrir. Selon le ministère des Finances et du Budget, cette taxe permet de renflouer les caisses de l'État. Marcelin Gondong, directeur de domaine au ministère centrafricain des Finances. Cette taxe, qui était déjà à l'époque dans le dispositif fiscal centrafricain, a été abrogée par une loi de 98 et en 2018, elle a été rétablie. Tous les véhicules des particuliers sont assujettis à la vignette, à l'exception des véhicules appartenant à l'État aux missions diplomatiques. Les vignettes sont une source de recettes pour l'État et avec cet argent, l'État peut facilement investir dans le domaine sanitaire, dans le domaine des infrastructures, dans les écoles et partout où l'État a des obligations. Selon Dida Sabon, expert en économie, l'existence de multiples groupes armés dans le pays pousse l'État à créer d'autres secteurs de recettes. Dans ce territoire occupé, ce sont les groupes armés qui collectent
les recettes et l'État est dépourvu. Et il fallait trouver d'autres débouchés pour pouvoir élargir l'assiette de l'État. Voilà une des raisons pour lesquelles l'État ramène encore en surface cet impôt qu'elle a déjà supprimé depuis plus de 20 ans, le tout pour permettre à l'État d'élargir sa recette fiscale. Cette taxe avait été levée en 1998. À l'époque, elle avait été reversée sur le prix du carburant. Aujourd'hui, elle est rétablie sans que le prix du carburant à la pompe ne soit revu en baisse. Hippolyte Marbois, BBC Afrique, Bangui. Vous écoutez BBC Midi et tout de suite les 60 secondes de l'actualité. BBC Afrique. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui pour se prononcer sur la prolongation ou non de sa mission au Darfour créée en 2007. Le député kenyan Charles Kenyi, arrêté pour des propos jugés xénophobes contre les commerçants étrangers, passera une deuxième nuit en détention à la demande de l'accusation. Il s'est présenté devant la justice aujourd'hui. 2 attentats suicides contre des policiers dans la capitale tunisienne Tunis, plusieurs officiers et un civil blessé. Éthiopie, Internet rétabli. La connexion était coupée depuis la tentative de coup d'État dans la région d'Amara samedi dernier. La chancelière allemande est en bonne santé selon son porte-parole. Angela Merkel, vue en train de trembler lors de 2 événements officiels, prendra part au sommet du G20 demain au Japon. Et puis la prétendue menace à la bombe à bord d'un avion reliant Mumbai à Newark aux États-Unis est un canular, annonce de la compagnie indienne dont l'avion a été obligé d'atterrir d'urgence à Londres. BBC Midi. C'était Arma Mouko Boudombo à l'instant. Merci de rester avec nous pour la deuxième partie de cette édition. Reportage. Des citoyens maliens prennent l'initiative de débarrasser les caniveaux sans attendre la mairie. Avec la saison pluvieuse, la problématique du curage des caniveaux se pose avec acuité. Les premières pluies ont engendré des inondations meurtrières à Bamako. Reportage signé Alou Diawara. Il est 10h du matin au quartier de Dravela à Bamako. Des dizaines de jeunes se rassemblent dans une des ruelles munis de pelles et de pioches. Ils débarrassent les caniveaux de tas d'ordures, de sachets plastiques et de boue qui s'y sont entassés au fil des mois depuis le dernier hivernage. Sekouba Diawara est un des responsables de cette initiative citoyenne. On a pris l'initiative, mais pour enlever le caniveau. Bon, maintenant, le travail même est commencé dans ces mois-là même. L'important, c'est que quand les caniveaux sont bouchés, quand la pluie vient, l'eau ne passe pas. Bon, nos carrés sont envoyés par de l'eau. Les gens ne doivent pas attendre le mairie parce que c'est quelque chose qui nous concerne. On peut s'organiser toutes les familles. Mahamadou, un des jeunes, appelle à un changement de comportement. Il dénonce les populations qui jettent tout ou presque dans les canalisations. On a constaté que ce qui ne se faisait pas se fait désormais dans nos quartiers. Dès qu'il commence à pleuvoir, nos parents sortent avec les ordures et autres effets pour les lancer dans les caniveaux. Mais récemment, on a informé l'imam par rapport à ce phénomène. Autre quartier, même réalité. Nous sommes à Sebeninkoro, un autre quartier situé dans l'ouest de la capitale malienne. C'est une des zones parmi les plus inondables de la ville. Lors des inondations du mois de mai dernier, la famille de Sanata Danyoko a enregistré plusieurs pertes. Aujourd'hui, elle a décidé de nettoyer les caniveaux avant l'hivernage. Il y a le voisin qui n'accepte pas qu'on débouche devant chez lui. Donc on a ce problème-là. Donc c'est obligé, l'eau va coincer là-bas. Parce que lui, il a refusé qu'on débouche devant chez lui. Vu que les inondations ont fait 16 morts, est-ce que cela a eu un impact? Cela vous a poussé à le faire très rapidement? Oui, c'est cela même qui nous a poussé vraiment à faire ça très rapidement cette année. Muni d'une pelle, un ouvrier creuse dans les rigoles devant la maison de Danyoko pour enlever les ordures et divers objets. On va essayer une initiative personnelle parce que la fois dernière, quand la pluie est venue, l'eau est rentrée chez nous. Donc nous-mêmes, nous avons pris la décision de déboucher le caniveau nous-mêmes. La mairie ne vient pas? Non, nous n'avons pas vu la mairie. Hein. Donc vous n'attendez pas la mairie? Non, nous n'avons pas attendu la mairie. On a voulu même faire ça nous-mêmes. L'ouvrier, il est en train de curer. Oui. Vous lui avez donné combien? Ça nous a coûté 25 000 francs. Les travaux que vous voyez comme ça, 25 000 francs. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Si on ne fait pas ça, l'hivernage approche. L'eau va déborder, donc ça va faire des dégâts. Donc nous sommes obligés de faire ça. De son côté, la mairie a lancé des travaux de curage de caniveaux dans certains quartiers comme ici à Sogoninko.
quartiers du centre-ville. Elle a commencé par les artères publiques, mais difficile de dire à ce stade si les travaux pourront couvrir tous les quartiers avant l'arrivée des pluies. Sidi Touré, agent de la cellule technique d'appui aux collectivités territoriales, supervise les travaux pour le compte de la mairie en commune 6. Il souligne que la mairie est en retard cette année, notamment à cause de problèmes financiers. L'année passée, c'est commencé avant ça même, avant ce moment même. Moi-même, j'étais ici encore. Pourquoi cette année ça a pris un peu de retard? Ça a pris un peu de retard vu la situation de la mairie et puis la situation de la gouvernement. C'est-à-dire on critique la mairie, mais la mairie ne fait pas son travail, la CETAC ne fait pas son travail. C'est pas comme ça. S'il n'y a pas l'argent, comment on va travailler? En mai dernier, 16 personnes sont mortes des suites des inondations à Bamako. Selon les autorités, l'engorgement des caniveaux est l'une des principales causes des inondations dans le pays. Alou Diawara, BBC Afrique, Bamako. L'invité de BBC Midi. Il s'agit de l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, le président du mouvement de libération du Congo et leader membre de l'Amouka. Il affirme que le combat de cette plateforme politique est de défendre les intérêts de la population. Jean-Pierre Bemba répond à Jacques Matante. Jean-Pierre Bemba, bonjour. Bonjour. Vous revenez à Kinshasa dans un contexte politique assez particulier où la Mouka a des dissensions visiblement entre la position de Moïse Katumbi qui veut opter pour une opposition républicaine et Martin Fayoulou qui est venu vous accueillir, qui revendique la vérité des urnes. Vous êtes de quel côté? Non, je suis pas d'un côté. Je pense que simplement que dans la Mouka, nous avons une unité. Bien sûr que la Mouka est constituée de personnalités, de partis politiques et le débat est interne, mais nous trouvons toujours un consensus pour pouvoir aller de l'avant. Donc je ne peux pas parler qu'il y a une division. Non, je ne crois pas du tout. Quand vous dites que la Mouka est constituée de plusieurs personnalités, il faut dire que c'est plusieurs leaders des partis politiques qui s'étaient rassemblés dans une conjoncture électorale. Mais aujourd'hui, comment concilier les visions politiques de chacun avec son parti et la plateforme électorale La Mouka? La plateforme La Mouka a été constituée d'abord pour des besoins électoraux et ensuite nous avons transformé maintenant en plateforme politique. Ce qui est important, c'est que nous avons la ferme détermination de défendre les intérêts de la population et de pouvoir, dans un état de droit, qu'on respecte les libertés individuelles d'opinion, d'expression. Et bien sûr, nous allons prendre des positions pour défendre les intérêts de la population et faire en sorte que personne ne puisse être lésé. C'est ça notre mission. Les députés La Mouka ont été invalidés et quelle est votre réaction par rapport à ce qu'eux considèrent comme étant une injustice? Mais c'est une grande injustice, c'est un scandale d'ailleurs parce que invalidé par ce qui devrait être la Cour exemplaire, la Cour constitutionnelle, mais malheureusement elle n'a pas brillé par ses actes. Nous attendons maintenant de voir le résultat de ce que va être les recours que nous avons déposés et nous espérons que la vérité va être rétablie parce qu'il n'est pas normal que visiblement des personnes qui ont plus de 40 000 voix, 50 000 voix puissent être invalidées en faveur de personnes qui ont 200 voix. Je veux dire, c'est inconcevable, tout ça. Vous-même, vous étiez candidat à la présidentielle. Lorsque vous étiez enrôlé, vous aviez visiblement été convaincu de la transparence du processus. Si vous étiez retenu, pas invalidé, est-ce que vous aurez considéré ce processus injuste? Ce processus, ce que nous attendions, en tout cas, c'est la publication des PV. Pourquoi est-ce que la CENI a fait abstraction de ce que la loi prévoit, la publication des PV? Donc je pense que la population est en droit de réclamer, est en droit, je veux dire, de connaître la vérité, parce que si c'est une démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et où est alors l'intérêt du peuple dans ces élections? Vous étiez avec Félix Tshisekedi, qui est président de la République en ce moment. À l'annonce de résultats, pourquoi vous n'avez pas essayé de vous rapprocher de lui? Et visiblement aujourd'hui, Martin Fayoulou n'est pas pour une quelconque réconciliation. Non, c'est pas un problème personnel. Je connais effectivement Félix Tshisekedi. On était ensemble, on a mené des combats ensemble dans l'opposition. Le problème simplement, c'est qu'à un moment donné, il a pris, je veux dire, une autre destination. Il a fait un virage qui n'est pas celui que nous avons lutté pour. Donc c'est ça la résultante de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme un écart, je veux dire, dans les positions. Et ça aurait quand même été plus facile
que vous puissiez vous rapprocher de lui au lieu de le laisser se rapprocher avec le pouvoir en place, M. Kabila, que vous avez combattu ensemble? Il a pris une direction qui est tout à fait opposée à la nôtre. La question maintenant, c'est de savoir quel est l'accord qu'il a pu avoir avec M. Joseph Kabila. Ce serait intéressant qu'on puisse rendre au niveau de la place publique et que le Congo et le Congolais puissent savoir en quoi est lié Félix Tshisekedi à M. Joseph Kabila, à quoi est composé ce deal. Jean-Pierre Bemba Gombo, vous avez été dans le 1+4, candidat malheureux à la présidentielle de 2006. En 2007, du 20 au 22 mars, vos hommes se sont affrontés avec les hommes de Joseph Kabila à Kinshasa. Qu'en est-il des victimes? Je ne m'explique pas ce qui s'est passé, je regrette, je n'ai pas eu, parce que même j'ai dû partir, je regrette ce qui s'est passé, bien sûr. Ça ne devait pas arriver. Je ne vais pas revenir ce qui a commencé, ce qui s'est passé. Je dis simplement, c'est que je regrette effectivement que tout ça ait pu avoir lieu. Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. Merci. À 12h25 dans cette édition de BBC Midi, Olivier Ebé nous fait le point des derniers matchs à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Bonjour à toutes et à tous. Deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations et dans le groupe A, l'Égypte se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition grâce à sa victoire hier soir 2-0 face à la République démocratique du Congo. Un match que les coéquipiers de Mohamed Salah ont finalement bien géré avec un premier but du latéral droit des Pharaons Ahmed El Mohammadi à la 25e minute. Et malgré quelques offensives congolaises repoussées notamment par les montants du portier El Shenaoui, les Égyptiens vont doubler la mise juste avant la mi-temps par leur star Mohamed Salah pour son premier but dans la compétition. Le score n'évoluera pas en deuxième mi-temps, la faute à des Congolais trop maladroits. L'Égypte a fait l'essentiel, obtenir sa qualification dès le deuxième match de la CAN. Pour les Léopards, il reste une infime chance de se qualifier en terminant troisième de la poule et pour cela il faudra battre le Zimbabwe avec un très gros score et regarder ce qui va se passer dans les autres poules. Autant dire que ça s'annonce mission impossible pour la formation de Florent Ibenge. We are more confident today. Nous sommes plus confiants et notre tactique fonctionne, dit Florent Ibenge. Cette formation du Zimbabwe est très bonne avec des joueurs comme Rama Biliat. Nous devons gagner, mais eux aussi, alors ce sera un match difficile. Et justement, les Zimbabwéens qui continuent à faire forte impression dans cette Coupe d'Afrique des Nations, un peu plus tôt dans la journée, les Warriors ont tenu tête à l'Ouganda, un but partout score final, après avoir été menés rapidement au score dès la 12e minute, avec un but d'Emmanuel Okui. Mais le très remuant Rama Biliat a lui aussi trouvé le chemin défilé 5 minutes avant la pause. Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre, même si de part et d'autre, on aurait pu tuer le match avec des ratés invraisemblables devant le but. Et dans le classement de la poule A, l'Égypte est en tête avec 6 points, suivi par l'Ouganda qui compte 4 points, le Zimbabwe est 3e avec 1 point, et bon dernier donc, la RDC qui n'a toujours pas ouvert son compteur de points. Et un peu plus tôt dans la journée, le Nigeria s'est également qualifié pour les huitièmes de finale grâce à sa deuxième victoire dans la compétition. La Guinée a fait les frais des Super Eagles, battus 1-0 par des Nigérians qui n'ont pas réellement brillé dans la partie. Les hommes de Gernot Rohr, sans doute perturbés par des problèmes de primes non versées, ont dû attendre la 73e minute de jeu et un coup de tête d'Omeruo sur un corner pour se délivrer du piège guinéen. Le Sili national qui va prier pour un match nul entre le Burundi et Madagascar aujourd'hui à 14h30 GMT, ce qui leur permettrait de rester au contact des Malgaches et d'entrevoir l'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale en cas de victoire contre le Burundi lors du dernier match de la poule. Enfin, rappelons les deux autres matchs de la journée. 17h GMT Sénégal-Algérie. Le vainqueur de ce match se qualifiera lui aussi pour les huitièmes de finale. Et à 20h GMT, duel entre le Kenya et la Tanzanie. BBC Afrique. Multisport. Tous les dimanches de 18h10 GMT à 19h. Multisport. Commentaires, analyses, interviews, résultats, chroniques. Vous avez des questions? Nous avons des réponses. Laissez-nous vos questions ou opinions sur le répondeur de BBC Afrique 0044 203 61 45 745. Tous les dimanches de 18h10 GMT à 19h, écoutez Multisport sur BBC Afrique.
Une information concernant l'équipe féminine du Cameroun. La FIFA a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre les Lionnes. Raison invoquée, le comportement offensant et le manquement au fair play des Africaines durant les huitièmes de finale face à l'Angleterre. Les Camerounaises s'étaient arrêtées de jouer et réunies au milieu du terrain pour protester contre une décision arbitrale. Et la polémique s'est encore accentuée avec le refus d'un but camerounais après consultation de la VAR. Une joueuse des Lionnes s'est ensuite illustrée en poussant l'arbitre dans le dos. Au final, le Cameroun, qui s'est incliné 3-0, n'a pas encore fini de digérer ce mauvais résultat. La CAN de football sur BBC Afrique. Suivez chaque jour un match en direct du Caire grâce à nos envoyés spéciaux sur place. Nous vous proposons également un journal spécial CAN 2019 dans toutes nos éditions d'information. À suivre également des analyses, des réactions d'après-match et des reportages avec les supporters au Caire et dans les différents pays qualifiés. La CAN 2019, c'est sur BBC Afrique, à la radio, à la télé et sur Internet. Et on vous remercie d'avoir suivi ce journal produit par Jacques Matande et vous pouvez le réécouter sur bbcafrique.com à 12h45. Retrouvez Mamadou Diambari dans Global Newsbeat. Et tout de suite, c'est une leçon d'anglais par la radio que nous vous proposons. Restez avec nous.